J'ai toujours été fasciné par l'évolution des sous-cultures et des genres musicaux à travers le temps. Parce qu'au-delà d'être un divertissement, voire un produit de consommation, la culture, et en particulier la musique, c'est aussi un point de repère dans l'histoire des hommes. Une sorte de loupe qui permet de zoomer sur les histoires méconnues, les communautés marginales et même des mouvements de société qui ont eu pour certains un retentissement international. Et dans le champ d'études universitaires des sciences humaines, il existe une discipline qui est un petit peu méconnue et qui étudie justement les différents aspects de la musique. Laissez-moi vous parler de la musicologie. Alors je sais, dit comme ça a l'air super chiant, mais rassurez-vous, je vais essayer de rendre ça fun et intéressant, car aujourd'hui nous allons réaliser ensemble un véritable cas pratique, et oui, bien vu, installez-vous dans mon atelier, puisque nous allons littéralement théoriser un genre musical. Oui, vraiment. Alors je vous fais un disclaimer important tout d'abord, je ne suis certainement pas musicologue et encore moins historien de la musique, donc je ne revendique pas à travers cette vidéo avoir la science infuse, bien loin de là. En réalité, tout ce challenge qu'on va traverser ensemble à travers cette vidéo, c'est surtout l'opportunité pour nous de se plonger dans plus de 100 ans d'histoire de la musique. Ça nous permettra aussi de comprendre comment les artistes actuels continuent encore aujourd'hui à faire vivre volontairement ou parfois involontairement des codes qui sont pour certains vieux de plus d'un siècle. Mais rassurez-vous, dans cette vidéo, on va quand même aller au bout des choses et faire du concret, car à la fin, je vous dévoilerai le nom officiel que j'ai choisi de donner à notre nouveau genre musical et même genre de rap, vous allez voir. Et je vais même vous proposer une définition très claire et concise pour notre prochaine fiche Wikipédia. Bah oui, parce que un bon genre musical digne de ce nom, il se doit d'avoir une fiche Wikipédia. Mais surtout pour ceux qui iront au bout de la vidéo, vous serez bien récompensés, car j'ai une bonne surprise pour vous à la fin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous introduire à des notions très basiques de la musicologie pour commencer. Déjà, la musicologie, il faut savoir que ça peut se séparer grosso modo en deux grandes catégories. La première, le domaine systématique, qui englobe tout ce qui est en lien avec l'aspect fonctionnel et les lois de la musique. En gros, c'est le domaine dans lequel on va étudier la composition, les harmonies, l'orchestration, les mélodies, les rythmiques, etc., etc. Des trucs très concrets, très pragmatiques de techniciens, quoi. C'est donc un domaine qui demande d'être un peu musicien dans l'âme ou au moins d'avoir des connaissances genre en solfège, ce genre de truc. Sauf que on s'y intéressera pas vraiment dans cette vidéo. Déjà parce que je suis pas vraiment musicien ou expert en solfège et aussi parce que ça m'emmerde en fait. Parce qu'on va pas se mentir, le solfège c'est un peu chiant. Moi ce que j'aime c'est plutôt écouter la musique et surtout essayer de la comprendre et de comprendre aussi sa place dans l'histoire et ce qu'elle apporte socio-culturellement parlant. Et ça tombe bien parce que c'est le principe du second domaine d'étude de la musicologie, le domaine historique. Bon là, tout est dans le titre, vous l'avez compris, on étudie l'histoire des instruments, l'histoire des musiques, selon leur pays, les époques, leur impact sur le monde, sur la société, etc. Et pour la démonstration d'aujourd'hui, nous allons commencer sur une base qui est sans doute le précurseur le plus important de la musique contemporaine occidentale. Alors ça peut vous paraître un peu sorti de nulle part, mais soyez patients, on va vraiment faire le lien un peu plus tard avec notre nouveau genre dans la seconde partie de la vidéo, mais il faut d'abord que vous ayez certaines bases. Donc pour ça, laissez-moi vous introduire à l'histoire du fameux blues. Alors pour comprendre d'où vient le blues, déjà il faut rapidement revenir sur l'histoire de l'esclavage. Et oui, dans la joie et la bonne humeur, mesdames et messieurs. Bon, je vais pas vous faire un cours d'histoire ultra chiant. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre la fin du XVIIe et le XIXe siècle a été mis en place des routes maritimes de commerce au départ des ports européens. Les bateaux partaient remplis de marchandises telles que des armes, de l'alcool, des chevaux, ce genre de trucs, des trucs qui valent cher, quoi. Ils arrivaient en Afrique, et en particulier en Afrique de l'Ouest, pour échanger ces marchandises contre des esclaves qui eux-mêmes avaient été capturés au préalable au cours de guerres entre tribus ou par des entreprises locales de capture d'esclaves, qui était un marché qui s'en sortait plutôt bien à l'époque, la capture d'esclaves. Ça marchait bien, le rendement marchait plutôt pas mal. Puis une fois que le bateau était plein, il repartait rempli d'esclaves vers les Amériques pour ensuite échanger ces esclaves, enfin en tout cas ceux qui avaient survécu au voyage, les échanger contre des denrées rares comme du sucre, du tabac, de l'alcool, du café, enfin les trucs que les aristocrates adoraient à l'époque. Et une fois que le petit bateau était rentré en Europe, il repartait pour un tour et comme ça, il formait ce qu'on appelait le commerce triangulaire, parce que si tu suis le trajet du bateau sur une carte, ça fait un triangle. Voilà, et c'est juste ça à l'origine du nom commerce triangulaire. Alors attention, on appelle ça grossièrement la période de l'esclavage, mais l'esclavage, il n'a pas débarqué de nulle part comme ça pendant cette période. En vérité, l'esclavage, ça existait déjà depuis la nuit des temps, genre les Grecs de l'Antiquité, ils avaient déjà des esclaves. Les Arabes, ils ont réduit en esclavage des Africains pendant près de 700 ans pour certains peuples. Même les peuples slaves qui descendent d'esclaves pour beaucoup d'entre eux, ils ont justement le nom slave qui partage la même étymologie que le mot esclave.
parce que c'était des esclaves avant. Mais bon, on va pas se mentir, effectivement, la traite négrière qui a eu lieu entre le 17e et le 19e et qui du coup est la base de l'histoire des États-Unis, on va pas se mentir, là c'est celle qui a eu la plus grande échelle de tous les temps et c'est pour ça que c'est à celle-là qu'on pense en premier quand on pense esclavage. Donc suite à cette période, il y a des centaines de milliers d'esclaves noirs, d'Africains qui se sont retrouvés sur le territoire américain et en particulier dans les États du sud des États-Unis. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi le sud des États-Unis? Tout simplement parce que c'était des États qui avaient besoin énormément de main-d'œuvre pour leurs activités d'agriculture. Et c'est comme ça qu'une très grande partie de ces esclaves vont être employés à travailler dans les champs pour cultiver du tabac ou encore plus communément du coton. Et on est déjà un petit peu avancé dans notre vidéo et on n'a toujours pas parlé de musique dans notre histoire bordel. Donc on s'y met. Au cours du 18e et du 19e siècle, ces musiques populaires et folkloriques européennes vont se mélanger avec les musiques populaires et folkloriques africaines dont les esclaves sont à l'origine, et tout ça va se mélanger sur le territoire américain. Je vous expliquerai pas plus ces évolutions parce que en vrai j'en ai déjà parlé plus en détail dans ma vidéo sur la country qui est sortie il y a quelques semaines maintenant. Je vous l'affiche à l'écran ici et je vous mettrai aussi le lien en description si vous l'avez pas vu, parce que ça peut être une vraie bonne vidéo pour compléter cette vidéo-là. Donc à la fin de celle-ci, n'hésitez pas à aller voir celle sur la country que j'ai fait. L'important à comprendre dans cette histoire de la musique blues, c'est que c'est une culture qui va naître surtout au sein des communautés d'esclaves, évidemment. Et sa première forme, elle va se baser sur ce qu'on appelle les work songs, c'est-à-dire des chants de travail que les esclaves chantaient pour se donner du cœur à l'ouvrage. Les chants de travail, c'était des chants a cappella qui permettaient aux esclaves de se synchroniser grâce notamment à la rythmique de la chanson. Et c'était des chansons qui étaient souvent chantées en call and response, c'est-à-dire appeler et répondre. En gros, c'était un leader qui chante la première ligne de la chanson en solo et le reste de l'équipe va répéter la phrase en chœur, ce qui donnait grosso modo un truc comme ça. En parallèle des influences de ces work songs, il y a eu aussi les minstrel shows qui sont venus se mélanger à tout ça et influencer à leur tour la musique afro-américaine. Alors les minstrel shows, c'était des spectacles itinérants qui mettaient en scène des noirs ou alors des blancs qui se grimaient en noir et qui chantaient et dansaient entre guillemets comme des noirs d'une manière un petit peu moqueuse, on va dire. Et d'ailleurs oui, si vous vous posiez la question, c'est pour ça que les blackface c'est pas trop apprécié au sein des communautés afro-américaines. Mais le blues, c'est en particulier dans le delta du Mississippi qu'il va y avoir un jeune musicien, membre justement d'un minstrel show à l'époque, qui va découvrir ces chants en traversant tout l'État et va s'en inspirer pour ses propres compositions. Ce mec, il s'appelle William Christopher Handy et c'est sans doute un des premiers à avoir démocratisé le blues à travers les États-Unis, notamment grâce à deux de ses compositions devenues super populaires et justement inspiré par les chanteurs errants du Mississippi. D'abord le Memphis Blues qu'il a composé à Memphis mais qui est bel et bien inspiré de sa traversée du Mississippi et qui lui sera publié en 1912. Puis sa deuxième composition très connue qui a fait aussi énormément parler d'elle, c'est le Saint Louis Blues qui est sorti en 1914. Et alors si j'ai employé le terme publié, c'est pas pour rien, parce qu'à l'époque c'était vachement compliqué de faire un enregistrement de qualité, et en plus de toute façon assez peu de gens possédaient le matériel suffisant pour écouter des disques. Du coup le business model de Handy et d'à peu près tous les auteurs-compositeurs de l'époque, c'était la bicrave de partitions sur papier directement. C'est-à-dire que quand tu voulais devenir une star, en fait il fallait que tu fasses imprimer les notes de ta composition avec les paroles et tout, et ensuite tu vendais des bouts de papier à des gens qui voulaient reproduire chez eux la musique. Donc oui, on était très loin du téléchargement sur LimeWire et des baladeurs MP3. Bon, avec ça, vous avez les basiques des éléments précurseurs qui amèneront au blues plus tard, c'est-à-dire les work songs et les minstrel shows. Et pour aller plus loin, je vous propose une petite interlude contée. Il était une fois un voyageur solitaire qui traversait les terres poussiéreuses du Mississippi. Dans une main, il tenait une valise usée, dans l'autre, une guitare défraîchie. Cet homme porte sur le dos un poids invisible. Sa femme est morte il y a peu de temps et son enfant n'a jamais pu voir le jour. Il ne lui reste qu'une seule chose, son rêve, devenir musicien, et pas n'importe lequel, le plus grand de tous. Mais la réalité le rattrape brutalement, alors qu'il a l'occasion de rencontrer une légende vivante du blues qui est également son idole absolue. Le voyageur joue alors devant lui, le cœur battant d'espoir.
Et le vieux bluesman l'écoute, mais son visage se ferme. Il lui lâche alors que c'est la pire chose qu'il ait jamais entendue de sa vie. Les mots tombent comme des pierres et son rêve s'effrite. Notre voyageur ramasse alors sa guitare, triste, quitte la ville et disparaît dans la nuit du Mississippi. Mais plus tard, au milieu de nulle part, le voyageur arrive au croisement d'un carrefour désert. 4 routes qui se croisent sous un ciel d'encre. Le silence du delta l'engloutit, pas un souffle de vent, pas un bruit d'insectes, et soudain, une silhouette émerge de l'obscurité. Un homme en cape noire, chapeau rabattu sur le visage. Le voyageur essaye de bouger, mais c'est impossible. Ses muscles ne répondent plus. L'air devient dense, le temps se fige. L'étranger s'approche sans un mot, tend la main vers la guitare, il s'en saisit et ses doigts touchent les cordes. Il les réaccorde alors avec une précision surnaturelle et chaque note résonne comme un sortilège dans le silence pétrifié. Puis l'homme lui rend l'instrument et disparaît comme il est venu. Le temps reprend alors son cours et le voyageur respire de nouveau. Mais il le sent, quelque chose a changé, dans ses mains et dans son âme. Il retourne en ville alors avec sa guitare en bandoulière pour retrouver celui qui plus tôt avait piqué dans son ego quelque temps auparavant. Il lui demande alors une seconde chance et cette fois, quand ses doigts effleurent les cordes, c'est de la magie pure qui s'en échappe. Chaque note transcende l'humanité, chaque accord touche l'éternité. Le bluesman reste bouche bée et lui dit « Tu es devenu le plus grand artiste vivant ». La nouvelle se répand alors dans la ville et dans le pays comme une traînée de poudre. L'homme sans nom devint alors une légende. Son nom était Robert Johnson, celui qui a pactisé avec le diable au carrefour de minuit afin de devenir immortel dans l'histoire du blues. Cette histoire, c'est un des mythes fondateurs du blues, celui de Robert Johnson. Johnson, c'était un musicien de blues des années 30 qui a réellement existé et qui a entretenu ce mythe autour du pacte avec un diable toute sa vie. C'est d'ailleurs lui qui en fait est à l'origine du légendaire Club des 27 puisqu'il est le premier à être décédé très jeune à l'âge de 27 ans dans des conditions un peu mystérieuses et brutales. Et c'est d'ailleurs ce qui a contribué à son mythe puisque certains disent que ce serait le diable lui-même qui est venu récupérer son âme. Et justement, l'ombre de cette malédiction qui planait autour de lui, elle a fini également par influer sur le mythe des autres artistes décédés plus tard à 27 ans, tout comme lui. Et on peut compter des Jimi Hendrix, des Kurt Cobain, des Janis Joplin et j'en passe, qui ont fini par aussi, entre guillemets, bénéficier par ricochet de cette espèce de mythe autour d'eux, comme Robert Johnson avant eux. Mais au-delà d'être devenu un des artistes blues les plus populaires et influents de son époque grâce à ce mythe, oui parce que au cas où vous n'auriez pas compris cette histoire de pacte avec le diable pour avoir un talent musical, c'est évidemment faux en réalité. En vrai, il y a certaines pistes qui envisagent qu'il avait simplement quitté la ville pendant près de 2 ans et qu'il est fort probable qu'il ait juste appris à jouer de la guitare auprès d'un autre bluesman que lui. Notamment, il y a le nom de Ike Zimmerman qui revient souvent, qui aurait pu être tout simplement son mentor, qui lui a juste appris à bien jouer, quoi, c'est tout. Et en fait, ce mythe du pacte avec le diable qui a tourné tout autour de lui, ça a sûrement agi plutôt comme une sorte de stratégie marketing avant l'heure qui lui a permis de devenir connu grâce à un espèce de bouche à oreille qui serait tourné un petit peu dans tous les États-Unis, quoi. Et une fois que Robert avait développé son aura plus 10 000 grâce à cette légende, il a pu enregistrer un disque, ce qui était accessible à très peu de musiciens à l'époque. En réalité, il a même pu composer 29 morceaux qu'il a pu ensuite enregistrer et diffuser. Donc quand tu es musicien et que tu as finalement à cette époque un enregistrement professionnel produit, c'est beaucoup plus facile de répandre ta musique sur le territoire, étant donné qu'il y avait très peu de concurrence pour rivaliser avec lui. Donc si vous voulez mon avis, Robert Johnson était certes un musicien talentueux, mais en réalité pas un musicien hors du commun par rapport à d'autres qui, eux, n'avaient juste pas eu l'occasion de devenir aussi célèbres que lui avec toute cette histoire autour de sa figure. Enfin bref, fermons cette parenthèse, cette histoire, elle permet surtout de retrouver tous les principes fondateurs de la culture blues
dans la légende de Robert Johnson. Donc maintenant, on va la décortiquer chronologiquement pour comprendre ce qu'on peut en tirer. Déjà pour commencer, parlons du début de ce conte avec la figure du musicien errant et solitaire. Après la guerre de sécession qui se termine en 1865, il faut savoir qu'il y a près de 4 millions d'esclaves noirs qui se retrouvent tout à coup libres. Et donc après des siècles d'oppression, ces Afro-Américains vont découvrir l'espoir de l'indépendance et de la liberté, mais en réalité ça a été une sorte de désillusion. Preuve en est, à l'approche du XXe siècle, ces populations pour la majorité ne savent toujours pas quoi faire de leur vie maintenant qu'elles ont entre guillemets le choix, donc beaucoup d'entre eux vont finir par à nouveau faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire travailler dans les exploitations du sud des États-Unis, parce que c'est la seule chose qu'ils savent faire. Donc déjà que la traite négrière avait distillé dans ces populations un profond sentiment de déracinement, bah là, une fois l'euphorie de cette pseudo-liberté passée, vient s'ajouter une sorte de sensation d'errance, comme s'ils étaient tous un peu perdus et qu'ils savaient pas quoi faire de leur temps, quoi. Pour subvenir à leurs besoins, ils retournent donc bosser là où ils étaient, c'est-à-dire dans les exploitations de coton et de tabac, et sur le papier, certes, ils sont plus esclaves, mais en vrai, avec la ségrégation qui est à l'époque à son prime, les conditions de travail, ça reste toujours très compliqué et la paye, elle est quasi nulle. Et c'est là qu'on se dit qu'en vrai, l'abolition de l'esclavage, sur le papier, c'est stylé, mais en vrai, c'était quand même un peu un scam parce que même après, c'était toujours un peu la merde. Et c'est pour ça donc qu'une autre partie de cette population afro-américaine va refuser de retourner travailler dans les plantations et va décider, à contrario, de prendre la route à la recherche d'une potentielle vie meilleure. C'est donc comme ça que des milliers de vagabonds solitaires empruntent les routes du sud des États-Unis, chargés de leur passé empli de cicatrices et d'un sentiment d'errance à la fois physique, mentale et même spirituelle, vous allez le voir. Alors malgré tout, pendant et après l'esclavage, il y avait déjà eu quelques mouvements de population qui ont répandu les premières traces de l'ancêtre du blues un petit peu autour des États-Unis. Notamment, en réalité, il y avait déjà des États qui étaient anti-esclavagistes et anti-ségrégationnistes qui avaient mis en place des trains clandestins qui permettaient aux Afro-Américains de quitter les États du Sud grâce à ce qu'ils appelaient les Freedom Trains, les trains de la liberté. Mais en vrai, c'est évidemment dans la deuxième partie du 19e et à l'arrivée du 20e que tous ces sons vont devenir méga populaires de plus en plus chez les Afro-Américains et que, grâce à ces petits mouvements de population, le blues va devenir fondamentalement nomade. Et donc avec tout ça, à l'approche du 20e, on se retrouve avec une quantité astronomique de vagabonds qui pour certains n'ont plus que leur voix et leurs instruments pour seuls compagnons de route. Et c'est comme ça que va naître un archétype qui est encore bien connu aujourd'hui dans la culture populaire, c'est ce qu'on appelle l'archétype du hobo. Le hobo, c'est un peu l'archétype du vagabond en mouvement constant qui est connu notamment pour monter illégalement dans les trains de marchandises pour voyager gratos. Vous voyez à peu près, je pense, de quoi je parle. Et le train d'ailleurs a eu lui-même un impact réel sur certains morceaux de blues parce que certains musiciens vont reprendre la rythmique ternaire des roues des locomotives pour l'appliquer à leur propre musique. Et c'est ce même rythme ternaire qu'on retrouvera plus tard dans plein de grands classiques du blues rock et même de la pop au XXe siècle, comme ça. Gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. 99 18, look there, brother, baby, and I'll see what I seen. Hey, baby, don't you wanna go? Here is fine if you've got the time and attend to get yourself in. Love me do, oh, love me do. Someone to love, somebody new, someone to love. Alors oui, je vous vois venir les petits pinailleurs là qui sont au fond de la classe. Si on voulait pousser le détail, il faut préciser que le rythme ternaire vient aussi et surtout des rythmiques des chants de travail call and response qu'on a cité un peu plus tôt. Mais je vous avoue que je trouvais l'anecdote du train quand même vachement plus stylée. Je sais pas ce que vous en pensez. Un autre archétype qui est peut-être un petit peu moins connu mais qui était typique des bluesmen de l'époque, c'est ce qu'on appelle le backdoor man. Alors cet archétype, c'est vraiment l'archétype de l'amant qui repart par la porte de derrière quand le mari rentre à la maison, d'où son nom de backdoor man. Et c'est un stéréotype qui en dit long sur la vie amoureuse des bluesmen de l'époque qui, eux, étaient condamnés à des relations intenses mais courtes et surtout vouées à l'échec à cause de leur train de vie de nomade.
Et vous allez le voir, les thématiques autour des difficultés, des rencontres amoureuses, etc., c'est également très récurrent dans le blues. Il y a carrément un morceau qui a immortalisé ce stéréotype du backdoorman, qui s'appelle lui-même Backdoorman de Howlin' Wolf, qui est une légende du blues des années 60. Mais s'il y a bien un bluesman typique que j'avais envie de choisir pour vous présenter cette caricature du musicien errant et miséreux, c'est Blind Willie Johnson. Blind Willie Johnson, c'est un mec qui est né dans des conditions totalement misérables et qui est carrément devenu aveugle à l'âge de 7 ans, d'où son nom d'artiste. Et il est aujourd'hui un bluesman très connu, notamment il y a un de ses morceaux qui a été envoyé dans le Voyager, l'espèce de grosse boîte, grosso modo, qu'ils ont envoyé dans un satellite à travers l'espace. Et dedans, ils ont mis plein de choses humaines au cas où il y aurait des aliens qui trouveraient le truc. Et ce truc-là, c'est rempli de plein de morceaux de musique. Et dans ces morceaux de musique, il y a aussi un morceau de Blind Willie Johnson. Et ce qui est dingue, c'est que le mec est mondialement connu, mais en vrai, toute sa vie, il a vécu dans la galère la plus totale. Il a jamais fait un seul petit euro en produisant des disques ou quoi que ce soit. Il a toujours fait le mendiant, en fait, en jouant de la guitare et en essayant de joindre un peu les deux bouts. Et en vrai, les bluesmen, c'était quasiment tous ça. Devenir à peu près suffisamment connu pour commencer à pouvoir faire des concerts où tu étais payé, ou alors commencer à tout simplement produire des disques que tu allais pouvoir vendre, c'était ultra rare en fait. Alors évidemment, les bluesmen vont quand même se sédentariser un peu plus tard, notamment avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, parce que beaucoup de ces populations errantes vont finir par rejoindre les villes industrielles, attirées notamment par les opportunités de travail, parce que vous l'avez compris, ils n'avaient rien à bouffer, les pauvres. Donc quand il y avait commencé à y avoir du boulot, les mecs, ils y sont allés, tu vois, et ils se sont installés dans certaines grandes villes où il y avait des opportunités. Et oui, parce que finalement, quoi de mieux qu'une bonne guerre pour relancer l'économie d'un pays? Ça fait toujours plaisir. Mais dans l'ensemble, les stigmates de ce passé vont rester alors les thématiques essentielles, le point de départ de la manière d'écrire des bluesmen, c'est-à-dire l'errance, la souffrance et l'amour éphémère et impossible. Mais revenons au décryptage de notre histoire. Un peu plus tard dans notre récit, souvenez-vous, notre protagoniste se trouve perdu à un croisement, ce qu'on appelle dans le jargon un carrefour. Et non, je ne parle pas de ce carrefour-là, je parle bel et bien juste de deux routes qui se croisent. Ok. Parce que ça va peut-être vous paraître un peu surprenant, mais il faut savoir que les carrefours fascinent les hommes depuis la nuit des temps. Et oui, parce que le carrefour, c'est avant tout le lieu de l'inconnu, le lieu de la rencontre, là où des choix se présentent à toi et où l'imprévu peut te détourner du droit chemin. Dès l'Antiquité, par exemple, il y avait l'épopée de Gilgamesh qui présentait le carrefour comme un symbole néfaste et sale. Même dans la mythologie grecque, le carrefour représentait aussi le dilemme d'Héraclès, et qui est le frérot Hercule, qui devait choisir entre l'excellence et le vice. Mais c'est surtout évidemment via le christianisme que la figure du carrefour va marquer la culture blues, parce que depuis toujours, le christianisme considère aussi les carrefours comme des zones dangereuses, des lieux de mauvaises rencontres avec des esprits maléfiques, bien sûr. Mais c'est aussi le lieu des 7 péchés capitaux qui viennent vous tenter pour vous faire dévier du droit chemin. D'ailleurs, petite anecdote, mais c'est pour ça qu'en France, on peut remarquer des calvaires ou des statues de la Vierge Marie à certains croisements encore maintenant. C'est un peu pour protéger le lieu, entre guillemets. Et autre fun fact que vous avez peut-être pas remarqué, mais en anglais, ces croisements, ces carrefours, on les appelle des crossroads, un terme ultra récurrent dans les textes de blues, sauf que si on pousse l'interprétation crossroad un peu plus loin, ça peut être compris dans le sens une route de la croix, autrement dit, une route sur laquelle on trouve la croix. Et c'est donc comme ça que plus tard dans notre conte, vous l'avez remarqué, Robert rencontre un mystérieux personnage au pouvoir surnaturel, et en réalité, ce personnage, c'est, vous l'avez compris, une incarnation du diable lui-même. Parce que oui, je l'avais volontairement occulté dans mon introduction sur le blues un peu plus tôt, mais c'est aussi une musique qui descend directement des gospels. Bon, au cas où certains ont vécu dans une grotte ces 20 dernières années, le gospel, c'est des chants grosso modo liturgiques emblématiques de la culture afro-américaine qui avaient pour but de célébrer Dieu, et ça ressemblait à ça. You ready? Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy... Come here. Et pourtant, même si le blues s'en inspire grandement, eh bien, gardez bien en tête que les chrétiens tradis n'aiment pas le blues du tout. Genre vraiment pas. Parce que c'est notamment un genre qui admet l'existence des tentations, des tourments intimes et surtout des péchés qui sont plus que récurrents dans la vie des bluesmen, vous l'avez compris. En plus, globalement, à cette période, la religion chrétienne, elle rejette toutes les musiques qui n'auraient pas pour objectif principal de chanter des louanges envers le Seigneur, et c'est tout. C'est-à-dire que si tu ouvres ta gueule pour autre chose que louer notre Dieu, eh bien, tu la fermes et tu dégaines. C'est strict, mais c'est comme ça.
Cependant, eux, les bluesmen, ils continuent à chanter leur amour pour Dieu, certes, mais aussi à chanter des choses plus intimes et plus liées à ce que la religion déteste. Et surtout, ils demandent pardon envers Dieu d'être ce qu'ils sont. Et cette situation, c'est ce qui va amplifier encore plus le sentiment de rejet et de solitude chez eux, voire même d'errance spirituelle dont on a parlé un peu plus tôt, souvenez-vous. Et donc cette rencontre mystique avec le diable, c'est un poncif qui est en réalité ultra connu dans la religion chrétienne et qui existe depuis méga longtemps. Par exemple, il y a le célèbre mythe de Faust qui nous raconte dès le XVIe siècle, dans une Allemagne de plus en plus marquée par le protestantisme, l'histoire d'un vieux savant qui avait passé sa vie à étudier et à comprendre le monde, mais qui, à la fin de sa vie, il était complètement insatisfait parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir vraiment vécu avec intensité. Le vieux grincheux va donc finir par vendre son âme au diable en échange d'une vie de plaisir à court terme, autrement dit, une vie de péché. Mais sur la place du mystique et du religieux dans le blues, le plus intéressant, c'est qu'il n'y a pas que le christianisme qui a influencé ce genre musical. Il y a une autre religion qui a utilisé la figure du carrefour également, qui s'appelle le vaudou. Et le vaudou, ça vient d'Afrique de l'Ouest, c'est une religion animiste dans laquelle il y a une pelletée d'esprits surnaturels qu'on appelle les Loa. Et justement, un Loa très célèbre qui a aussi inspiré le mythe du carrefour, c'est le maître carrefour, une incarnation d'un esprit plus connu sous le nom de Papa Legba. D'ailleurs, ces créatures mystiques de la culture vaudou, ce sont les mêmes Loa qui ont inspiré le méchant d'un célèbre Disney qui s'appelle La Princesse et la Grenouille et qui prend place justement en Nouvelle-Orléans, dans le sud des États-Unis. Dans ce film, le méchant il s'appelle Docteur Facilier et c'est un sorcier vaudou dont le design est grandement inspiré de plusieurs Loas, notamment du Loa Baron Samedi qui est très emblématique de la culture vaudou. Et si la culture vaudou a autant marqué le blues, c'est parce que justement beaucoup d'esclaves noirs capturés en Afrique de l'Ouest au XVIIe et XVIIIe siècle ont été envoyés plus tard dans les Caraïbes, puis sur le territoire américain. Et forcément, avec le temps et la christianisation forcée, les influences vaudou se sont mélangées à la culture chrétienne et ont fini par survivre, notamment dans l'ADN du blues. Mais la cerise sur le gâteau de l'aspect mystique du blues, c'est sûrement son nom. Et oui, parce qu'on est déjà vraiment très avancé dans la vidéo et j'avoue que je vous ai toujours pas dit pourquoi le blues s'appelle le blues, en fait, finalement. Bon, le terme blues, apparemment, ça viendrait probablement, c'est pas forcément sûr, il y a plusieurs origines possibles, mais ce serait probablement venu de l'expression Blue Devils, qui signifie littéralement des démons bleus ou des diables bleus. C'est une expression anglaise qui en fait est l'équivalent en français de avoir des idées noires. Et ce qui est génial, c'est que même le nom Blue Devils, c'est encore une métaphore. Faut bien se dire que dans le blues, tout est un peu métaphore dans la manière d'écrire. C'est que ça. Genre quand tu penses à Blue Devils, faut s'imaginer comme des petits démons bleus qui tournent autour des bluesmen pour les accabler de plein de souffrances et de peines, tu vois. C'est un peu ça les Blue Devils. Et vous l'avez compris, c'est de là donc que vient l'expression aujourd'hui très populaire, avoir le blues pour dire qu'on est triste. Pourquoi c'est toujours moi? Bon, en vrai, si on veut creuser plus loin, cette expression qui fait référence à une sensation de vide et d'errance existentielle, ça existait déjà dans l'art depuis longtemps. Par exemple, il y avait le spleen de Baudelaire, qui est une notion qu'il a popularisée dans la seconde moitié du 19e siècle. Et justement, le 19e siècle en Europe, il y avait énormément de désillusion et de mélancolie dans la jeunesse. C'est d'ailleurs ce qu'Alfred de Musset appelait le mal du siècle à son époque, et ça faisait suite à la chute de l'Empire napoléonien. Parce que le blues, il a aussi ce pouvoir-là, il a aussi le pouvoir d'être quelque chose qui peut parler pas seulement à des Afro-Américains, il peut parler à tous les gens qui traversent des périodes de doute, des périodes de peine et de souffrance. Bon, avec tout ça, vous comprenez à peu près tous les piliers qui ont forgé le style et surtout les thématiques principales du blues, mais à partir des années 40, on arrive dans une période où il va se moderniser, notamment à cause de l'industrialisation qui va extrêmement vite. En fait, à l'arrivée de la Seconde Guerre mondiale, de plus en plus de bluesmen vont se professionnaliser, vont commencer à électrifier le blues et à un petit peu plus le sédentariser. C'est ce qui va voir naître des mouvances comme le Chicago Blues, par exemple, qui est, comme son nom l'indique, le style de blues à la chicagoane, tu vois, chicagoane. J'arrive jamais à dire le gentillet des habitants de Chicago, mais vous avez compris l'idée. On va donc s'éloigner alors du blues traditionnel plus folklorique et va naître alors ce qu'on a appelé un peu grossièrement le rhythm and blues. Et alors vous le savez peut-être pas, mais le rhythm and blues, c'est un terme qui est en vrai un gros fourre-tout total.
Déjà parce que ça vient de l'industrie musicale qui utilisait ce terme pour remplacer la catégorie race music, qui voulait littéralement dire la musique raciale, en gros la musique de noir. Ah, je vous l'ai dit, la ségrégation c'était encore bien là, hein, faut bien se le dire. Du coup, dans les années 40, le terme rhythm and blues va désigner un blues plus moderne, mais en vrai ça a été un peu utilisé pour tout ce qui a hérité du blues directement ou indirectement dans les années qu'on suivit. Genre dans les années 70, le rhythm and blues, il est parfois utilisé pour parler de morceaux de funk, ou même des morceaux de soul, notamment ce que Stevie Wonder ou James Brown produisaient. Souvent on disait que c'était du rhythm and blues de manière un peu globale comme ça, genre ça englobait tout ça. Même dans les années 80, il y a l'apparition du fameux R&B contemporain, comme on dit, le vrai R&B quand on le prononce bien à la française là. Et cette mouvance, c'est une mouvance qui va voir naître des groupes comme Boyz II Men par exemple, ou encore l'infâme R. Kelly, hein, qui a des grosses affaires au cul, qui, on le rappelle, était quand même surnommé le King of R&B à l'époque. Et pourtant, si vous mélangez les trois et que vous vous dites « Ok, c'est quoi le rapport entre la soul, la funk ou le R&B contemporain ?» Vous voyez bien que musicalement, il y a quand même plein d'aspérités et plein de différences. Et bah pour autant, on a pu le mettre dans Rhythm and Blues de manière un peu globale comme ça. C'est pour ça que, en vrai, c'est un terme qui veut un peu tout et rien dire quand même. Mais la partie la plus importante dans l'évolution du blues, c'est sûrement la période après Seconde Guerre mondiale. Parce que cette période va nous permettre de parler de la British Invasion, littéralement l'invasion des Britanniques. Voilà. Et là, pour le coup, on parle plus de guerre, on parle vraiment de musique, hein, c'est fini la Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis deviennent les big boss de l'Europe occidentale, tout simplement. Du coup, tout le soft power et la culture américaine va finir par se répandre ultra rapidement dans toute l'Europe, y compris évidemment la musique. Et c'est comme ça que notamment en Angleterre, il y a de plus en plus d'ados musiciens qui vont découvrir des disques de blues américains dans les bacs de vinyle du disquaire du coin. Et c'est pendant les années 50 que ces gamins adolescents vont commencer à constituer leur propre groupe et leurs propres influences musicales. Parmi eux, il y a justement plein de légendes de la musique moderne à venir. Et c'est comme ça que vont naître au début des années 60 des groupes comme les Rolling Stones par exemple, qui à la base faisaient avant tout du blues rock. Mais il y a aussi des groupes très importants dans l'histoire de la musique que vous connaissez peut-être moins, qui s'appellent les Yardbirds. Alors comme ça, Yardbirds, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais il faut savoir que les membres qui sont passés dans ce groupe, c'était n'importe quoi. Alors déjà, il y avait Jeff Beck qui plus tard va partir en solo et va devenir littéralement le 5e meilleur guitariste de tous les temps selon Rolling Stone Magazine. Ensuite, il y avait Jimmy fucking Page qui n'est autre que le futur fondateur d'un petit groupe dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Led Zeppelin. Et pour terminer en beauté, il y avait aussi Eric Clapton, futur membre du groupe Cream et sûrement un des top guitaristes de tous les temps. Preuve en est, dans le game de la guitare, certains surnomment Clapton Dieu. Juste Dieu, c'est son surnom. Les mecs l'ont appelé Dieu. Voilà. Et l'empreinte typique de ces bluesmen modernes va se reconnaître notamment dans l'utilisation des guitares électriques qui vont devenir emblématiques de cette époque. En fait, ils vont reprendre un principe qui était déjà aux origines du blues qu'on appelle la blue note, c'est-à-dire en français la note bleue, c'est-à-dire un peu la note qui donne le blues, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette note bleue, c'est un principe stylistique qui consiste à jouer une note en particulier, un demi-ton en dessous. Et cette façon de jouer, elle est emblématique du blues parce qu'elle donne un sentiment de tristesse et de mélancolie, ce qui colle parfaitement avec les thématiques de cette musique. C'est pour ça qu'on dit de certains guitaristes qu'ils ont la faculté de faire pleurer leur guitare quand ils jouent. Et ce principe stylistique, il vient pas de nulle part à la base. En réalité, ça vient de la gamme pentatonique africaine qui était utilisée par les descendants d'esclaves. Et cette gamme pentatonique s'est confrontée à la gamme diatonique, qui était plus commune dans les cultures européennes, et c'est ce qui a amené à jouer certaines notes un demi-ton en dessous. Et cette note bleue, elle a aussi contribué à diaboliser le blues aux yeux de la religion, parce que en vrai, c'était des types de notes qui étaient littéralement interdites par l'Église. Parce que c'était considéré comme des notes qui pouvaient faire appel au diable. Tous les autres intervalles, c'est de la merde. Le prochain que je chope en train de siffler un intervalle païen, je fais un rapport au pape. Bon, je vais m'arrêter là avec tout ça parce que je suis pas un expert en théorie musicale, mais vous avez compris l'idée. Je sais c'était un petit peu long, j'en suis désolé, mais c'était important que vous ayez un petit peu toutes les thématiques et tous les principes stylistiques du blues pour comprendre ce dont on va parler, qui sont bel et bien des sons, eux, de notre époque actuelle. Alors quel est donc ce mouvement que j'ai identifié qui pourrait bel et bien faire revivre le blues à travers lui? Bon, mon investigation, vous vous en doutez, elle m'a mené au genre musical le plus populaire des années 2010, qui n'est autre que le rap. Et en particulier, un des sous-genres les plus populaires du rap, si ce n'est le plus populaire du rap en ce moment, la trap. Je vous la fais courte parce qu'il faudrait un épisode dédié juste à la trap si on devait creuser.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le hip-hop a toujours eu tendance à sampler des morceaux de rhythm and blues, en particulier de la soul, de la funk, depuis sa naissance. C'est même un peu né là-dedans en réalité. Mais dans les années 2000, il y a un sous-genre du gangsta rap qui était vraiment bien vénère, venu tout droit du sud des États-Unis, qui va exploser en notoriété, qui s'appelle le Dirty South, c'est-à-dire littéralement le sud sale. Ce Dirty South, il vient bel et bien des États du Sud, vous l'avez compris, les mêmes États où est né le blues il y a une centaine d'années auparavant. Voilà, souvenez-vous. Et justement, ce Dirty South, il va engendrer à son tour des sous-genres, comme par exemple un sous-genre qui est beaucoup moins connu, qui s'appelle le crunk, que Lil Jon avait lancé. Ça ressemblait un peu à ça. Et en vrai, c'était quand même vachement rapproché de ce que fait la trappe. Mais le crunk, en vrai, ça n'a pas si bien marché que ça. Ça a été une période très très courte. Il y a eu vraiment des gros buzz, genre en 2004, 2005, 2006. Et après, hop, c'est retombé assez vite. Et le plus célèbre sera finalement la trap music, qui est également un descendant direct du Dirty South, qui est amorcé par des figures comme T.I., Gucci Mane ou encore Young Jeezy. Et pour le coup, cette trap, elle va évoluer dans les années 2010 avec un son de plus en plus moderne, des instrus qui ont des sonorités très électroniques et des grosses voix bien autotunées. Pour ce qui est des thèmes de la trap, on est très très loin de ceux qu'aborde le blues. En vrai, on n'est que dans l'ego trip. Les artistes trap, c'est les plus forts, les plus beaux, les plus dangereux. Ils sont riches grâce à l'argent de la drogue et ils ont accès aux femmes ultra facilement. En tout cas, c'est ce qu'ils prétendent. Et cette esthétique, elle vient notamment d'une grosse ville du sud des États-Unis, de Atlanta. Atlanta, c'est une ville qui est méga connue pour ses strip clubs notamment, qui a été ultra démocratisée. La culture strip, elle est omniprésente, surtout chez les dealers de drogue et les gangsters. Et autre chose emblématique de la culture d'Atlanta, ce sont les trap house, c'est-à-dire des maisons dans lesquelles les dealers préparent le crack avant de le vendre. Et parmi ces dealers, évidemment, certains font du rap en parallèle de leur petite carrière de vendeur de crack. Voilà, ils ont aussi le droit à avoir des petits hobbies, les dealers, quand même. Vous pouvez pas leur retirer ça. Et certains de ces petits dealers rappeurs vont devenir petit à petit des figures majeures du mouvement trap tout au long des années 2010, notamment en finançant avec leurs propres moyens certains clips et certaines promotions de leur musique, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il faudra surtout attendre la vague de 2015 pour que cette sous-catégorie plus extrême du rap finisse par devenir, étonnamment, un des genres les plus populaires du monde, tous genres confondus. L'année 2015, c'est le couronnement international de plusieurs grands noms de la trappe, comme Future, comme Migos, comme Young Thug, qui étaient littéralement devenus des pop stars en fait. Les mecs étaient les plus connus du monde, les plus hype du monde. Mais au bout de près de 10 ans de règne de la trappe, à l'approche de la décennie 2020, de plus en plus de jeunes artistes vont se désintéresser progressivement des thématiques très redondantes de la trappe. Alors ils ont malgré tout envie de s'emparer des sonorités de la trappe, mais pas forcément pour parler de la vie de gangsters dont ils sont pas toujours forcément issus. Par exemple, en vrai, dès 2015, il y avait eu des vagues comme le emo rap qui était arrivé avec Lil Peep et Lil Tracy, par exemple, qui mélangeaient justement la trappe avec une caractéristique très emo, très punk, et donc des textes beaucoup plus intimes. Le but, c'était de garder justement ces prods avec des grosses basses 808 et des snares très rapides sur tous les temps. Sauf que on va y parler de sentiments personnels, de dépression, voire même de suicide, donc des thématiques qui sont issues du mouvement emo. Bon, je vous en dis pas plus sur le emo rap parce que je pense que je vais faire une vidéo dédiée. Je sais que dans ma dernière vidéo, dans les commentaires, vous l'avez beaucoup demandé. Donc, je vais essayer de bosser là-dessus pour les prochaines. Ce qui est important de retenir dans notre histoire, c'est surtout que l'emo rap va surtout exploser après la mort de Lil Peep en 2017 et encore plus après la mort de XXXTentacion en 2018, qui étaient deux des plus grosses figures du mouvement et qui, en vrai, par leur mort, ont remis un petit peu au goût du jour le truc et il y en a beaucoup qui se sont mis à écouter grâce à ça. Et cette tendance qui va être de plus en plus grande à du coup s'exprimer dans les textes de la trappe avec des choses plus intimes et plus fortes, on va dire, ça va ouvrir d'autres artistes qui viennent pas du tout de l'emo rap à justement des écritures plus personnelles et surtout comprendre que ça peut aussi marcher financièrement auprès d'un large public tout en pouvant parler de choses qui les torturent personnellement, quoi. Et justement, le problème qu'il y a eu avec l'emo rap, c'est que ça a été un mouvement qui était très populaire, surtout auprès de la jeunesse de classe moyenne américaine, et en particulier la classe moyenne blanche. Et forcément, vu que c'est un mouvement qui plaît plus à la classe moyenne blanche, et du coup, les communautés noires, elles, vont pas du tout s'identifier à ça, en particulier celles qui viennent des quartiers pauvres. Et là, vous commencez à me voir venir, ces communautés afro-américaines vont se tourner vers des références qui leur parlent plus et qu'ils ont connues notamment via leurs parents ou leurs grands-parents. Ça peut aller du hip-hop old school évidemment, mais aussi du côté de la funk, de la soul et si on remonte un peu plus loin, côté du blues.
Et ces premiers artistes des années 2010 qui ouvrent l'horizon vers une fusion du blues et de la trap, ce sont sûrement les artistes hip-hop soul du début des années 2010, comme Bryson Tiller qui avait inventé le concept carrément de trap soul. Par la suite, il y a aussi des gros stars qui ont explosé médiatiquement avec toujours plus de R&B dans l'ADN de leur hip-hop, genre par exemple The Weeknd, Drake ou même un petit peu plus tard Black, pour ceux qui connaissent. Pourtant, à ce stade de notre évolution, en vrai, l'aspect trap dans cette musique, il est assez peu présent et c'est surtout des artistes qui font une sorte de forme moderne du R&B contemporain qui était plutôt né du côté de Boyz II Men, etc. D'ailleurs, sur cette petite vague d'artistes comme par exemple Bryson Tiller, il y en a beaucoup qui appellent ça le neo-soul. Et en vrai, neo-soul, ça me semble un petit peu plus pertinent, c'est vrai, parce qu'on est plus sur ces sonorités-là, sur les sonorités R&B contemporains soul, et il y a moins de blues en fait dans cet ADN. Sauf que nous, je vous le rappelle, on est en train de chercher un lien qu'il y aurait entre un genre musical moderne issu de la trap et justement des références qui sont à l'ancienne bien blues ou à minima rhythm and blues. Et en vrai, un des premiers croisements vraiment forts entre trap et blues que j'ai pu retrouver dans les archives, c'est un morceau de Meek Mill qui apparaît dès 2016 et qui s'appelle Blue Notes. Alors évidemment, c'est un titre qui fait référence à la note bleue du blues, bien sûr, mais aussi au ruban bleu des nouveaux billets des USA, parce que oui, vous l'ignorez peut-être, mais en 2013, les États-Unis ont mis en circulation des nouveaux billets dans lesquels apparaissent un ruban bleu. Et ce ruban bleu, justement, c'est ce qui permet de différencier aujourd'hui les vrais billets américains des faux billets américains. Donc en fait, rien que dans ce titre de morceau, Meek Mill, il fait clairement une référence bien ego trip, bien trap, en sous-entendant que tous les billets qu'il possède sont des vrais parce qu'ils ont le petite bande bleue. Mais il fait aussi référence à autre chose, il fait référence au blues à travers la Blue Note. Donc rien que ce titre-là, il est déjà une double référence à la trap et au blues. Et tout ça, c'est pour une bonne raison, parce que le morceau sonne comme ça. Was it the money that made me a savage? Popping them prices and I made it a habit. Towing them pictures and serving them addicts. That was exciting to me. I'm so excited to be. Started with nothing, we had to inspire the beat. Niggas they fly to me. Et là, vous l'avez entendu, le sample repose sur une magnifique guitare bien blues, bien chialeuse, façon années 60-70. Une guitare qui ne sort pas de nulle part, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est un sample d'un morceau qui s'appelle Midnight Blues de Snowy White. Et Snowy White, au-delà d'être un très grand guitariste blues rock des années 70, c'est surtout un mec qui a joué en tournée aux côtés de ni plus ni moins que les Pink Floyd. Voilà, c'est tout, juste les Pink Floyd. Alors je sais pas si vous vous rendez compte ou pas de ce que c'est, mais les Floyd, genre c'est le groupe précurseur qui a fait le pont justement entre le blues rock et ce qui arrivera plus tard comme le rock progressif et le psyché dans les années 60 puis 70. Et en plus de ça, c'est accessoirement la formation qui a vu émerger un certain David Gilmour, qui est clairement, à mon avis, un des plus grands gratteux de tous les temps. Allez, juste un petit extrait parce que ça fait plaisir. Donc autant te dire que Snowy White, s'il a pu jouer avec ces mecs-là, c'était que c'était pas Joel Clodo le mec, tu vois, il avait un petit niveau. Bon, revenons à Meek Mill. Au final, même si le morceau Blue Note, ça fait plusieurs centaines de millions de streams à l'heure actuelle, ça reste pas un morceau qui a marqué les esprits de manière indélébile dans l'année 2016, même loin de là en fait. Je pense même qu'en réalité, c'est un morceau qui est arrivé un petit peu trop tôt chronologiquement par rapport à l'évolution du mouvement trap, et du coup, c'est pour ça que des fois, c'est un tort d'arriver trop tôt. Mais malgré ça, en 2021, Meek Mill il va quand même remettre le couvert avec son deuxième morceau qui s'appelle Blue Notes 2. Et cette fois plutôt bien accompagné puisqu'il est avec Lil Uzi Vert. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé entre 2016 et 2021 pour qu'il se décide à ressortir un morceau Blue Notes avec encore ce sample de guitare très blues? Pourquoi remettre ça sur la table alors que le premier avait pas spécialement plus que ça? Il n'était pas rentré dans la légende quoi. Eh bien il a fallu l'intervention d'un rouleau compresseur qui allait remettre au goût du jour toute cette petite sonorité et les rendre à nouveau hype. Un petit gars qu'on appelle Kanye West. Oui, je parle encore de Kanye West, je sais, c'est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le mec a influencé 20 ans de musique, donc tu vois, je suis pas spécialement fan de lui, c'est juste qu'à un moment, si on parle de l'histoire de la musique, quand on arrive dans les années entre les années 2000 et 2020, il y a forcément un moment où il y a l'influence de ce mec, peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on fait. C'est comme ça, c'est Kanye. Entre 2016 et 2019, Kanye sort d'une run de 2 albums dont les thématiques récurrentes sont ses problèmes de santé mentale qui ont, on va pas se mentir, empiré durant ces dernières années.
Et dû à cette période de détresse, il va se tourner de plus en plus vers la religion et en l'occurrence le christianisme. On rappelle que le christianisme et le protestantisme en particulier sont omniprésents aux États-Unis et qu'en vrai, surtout chez les Afro-Américains, c'est un peu la base. Ils sont tous ultra sensibles à ça. Et en 2019, il sort un album qui va quand même pas mal surprendre l'auditoire puisque, alors ça reste un très bon album à mes yeux, mais c'est un album qui s'appelle Jesus is King et c'est un album de gospel. Il va même d'ailleurs créer un groupe gospel dédié aux messes du dimanche lui-même qui s'appelle le Sunday Service. Et cet album va continuer à marquer la musique de Kanye pour l'année 2020 et ensuite sur son album suivant du nom de Donda, dans lequel il renoue avec un style un peu moins gospel certes et plus rap, mais par contre sur lequel on retrouve énormément d'éléments soul et blues qui vont demeurer super présents. Par exemple, il y a le morceau No Child Left Behind qui est un exemple parfait. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait c'est un morceau avec un artiste qui s'appelle Vori, qui est un pur produit justement de ce mix entre l'autotune et les instrus trap avec des mélodies et des thématiques qui sont ultra soul et blues. Mais le morceau à mon avis emblématique de cet album qui démontre cette fusion entre rhythm and blues et trap, c'est sûrement son featuring avec Roddy Ricch qui s'appelle Pure Souls. Et alors oui, je sais, c'est pas que ce morceau soit particulièrement trap dans son genre, mais ça me donne l'occasion pour vous de faire le lien avec le premier super-héros de notre genre en cours de création qu'on fait en ce moment, qui s'appelle Roddy Ricch. Et Roddy, c'est un artiste qui est purement trap à la base. Il a notamment explosé grâce à son hit qui s'appelle The Box, qui était sorti en 2019, qui était devenu une grosse trend sur TikTok à l'échelle mondiale. Souvenez-vous, c'était ça. Et je dois vous avouer que je déteste ce morceau. Tout bonnement, je le déteste. C'est simple, à mon avis, c'est sûrement le truc le moins représentatif de ce qu'il a fait musicalement dans toute sa carrière. Et pas de bol, c'est son morceau le plus connu encore à l'heure actuelle. J'en ai parlé avec des potes il y a pas longtemps et les mecs me disaient « Bon, Roddy Ricch, il est finito et tout ». Et moi, j'étais en mode « Mais vous êtes fous, les gars, le mec fait limite les meilleurs morceaux de sa carrière en ce moment, là, ces 2 dernières années. Et tout le monde l'a oublié, tout le monde pense que à The Box. Quel enfer. » Bon, en vrai, Roddy Ricch, dès 2018, il avait déjà émergé avec un morceau qui était un peu mélancolique, avec un côté blues dans l'écriture, qui s'appelait Die Young. C'était un morceau écrit durant la nuit où il a appris justement la mort de XXXTentacion et qui parle de un de ses amis décédé prématurément. Comme quoi, vraiment, les artistes bien trap, ils se sont ouverts grâce à justement la sensation de mélancolie que des mecs du emo rap avaient pu retransmettre auparavant. Et certes, l'instru de London sur ce son, il est purement trap, mais le style d'écriture, par contre, s'approche déjà de plus en plus du blues. Mais ce qui sera le plus fondateur dans l'œuvre de Roddy Ricch, c'est sûrement son album qui s'appelle Please Excuse Me for Being Antisocial. Et sur cet album, on y retrouve des vraies pépites qui mélangent à fond cet ADN trap avec un retour aux sources plus blues, comme par exemple Prayers to the Trap God. Et là déjà, je pense que c'est le blueprint parfait du style musical qu'on essaie de définir aujourd'hui. Il y a absolument tout. Le texte qui oscille entre ego trip gangsta et introspection intime, la mélodie de guitare mélancolique, les basses et les snares typiques de la trap, et surtout la définition d'un trap god qui laisse penser que Roddy imagine un gospel moderne qui chanterait les louanges d'une version chef de gang de Dieu, tu vois. Un espèce de parfait mélange entre chrétienté et errance d'un criminel. Et je vous l'ai dit, cet album il est vraiment fondateur à mon avis parce que dessus il y a un autre morceau qui est très emblématique qui s'appelle War Baby. Et devinez quoi, ce morceau War Baby, il finit sur un gros gospel. Et pour en finir sur cet album déjà mythique de notre futur genre musical, il y a l'intro. Une intro qui est en 2 parties, qui avait annoncé la couleur dès le début, parce que la première partie elle était bien blues et bien soul, genre comme ça. Et la deuxième partie de cette même intro, elle transitionne sur un son bien trap. Et si vous vous dites que c'était sûrement une phase de sa carrière, vous vous trompez largement, puisque dans son album suivant, on retrouve ce genre de son par exemple. Et là, on l'entend aussi super bien, une basse bien ronde et organique qui sort tout droit d'un son un peu funk et soul, surtout un outil qu'on n'a pas l'habitude d'entendre qui est l'orgue électronique.
Et cet orgue électronique s'est aussi hérité directement du gospel, puisque l'orgue, c'était l'instrument de l'église par excellence, sauf que il y avait certaines petites églises aux États-Unis qui n'avaient pas les moyens de se payer une vraie orgue, parce que c'est gigantesque, un vrai... C'est une ou un orgue? Je crois que c'est un orgue. Mais c'est gigantesque, un vrai orgue, et du coup, c'était impossible de se payer un vrai orgue. Du coup, pour compenser, ils avaient des orgues électroniques. Et petit à petit, ces orgues électroniques sont devenus emblématiques du son gospel, puis soul, blues, etc. Et notre Roddy Ricch, même en 2024, il a sorti Lonely Road, qui aborde tous les thèmes autour justement de la solitude et de la foi envers Dieu, comme s'il était devenu un vrai bluesman des années 30. Et sur ce morceau, Lonely Road, faut savoir qu'il est en feat avec un certain Terrace Martin, qui n'est autre qu'un saxophoniste et producteur qui vient lui-même du rhythm and blues et du jazz. Eh oui, tout se recroise. Martin, il a d'ailleurs bossé sur des projets de Snoop Dogg, genre qui s'appelait Rhythm and Gangsta, qui avait pour but de mixer le rap West Coast avec de la G-Funk et du Rhythm and Blues. Alors la réalisation est pas incroyable, mais cette idée-là qu'il avait eu Snoop, c'était dès 2004, ça. Mais de toute façon, Snoop, il a tout fait. Souvenez-vous qu'il a même fait un album de reggae à l'époque où il s'appelait Snoop Lion quand même. Donc il est plus à ça près de mélanger des trucs qui ont un peu rien à voir ensemble. Mais bon, revenons à notre mélange trap et blues qui est en train de se dessiner devant nous et parlons d'un autre artiste fondateur comme Roddy Ricch qui s'appelle Youngboy Never Broke Again. Déjà parce que c'est un gamin qui a une histoire de bluesman moderne par excellence. Alors faut savoir que Kentrell, de son vrai nom, il est né dans la ville de Bâton Rouge en Louisiane, une ville où la pauvreté et la violence sont omniprésentes, mais aussi une ville où les musiques les plus ancrées sont évidemment le Dirty South, la trap, mais aussi le blues et le jazz, dont la Louisiane est une des terres mères. Et son enfance, ça a été un terreau ultra fertile pour le faire vraiment héritier de la mélancolie du blues. Alors je vous fais la liste non exhaustive de sa vie pourrie, mais grosso modo, son père a pris 55 ans de prison quand il avait 8 ans après un braquage qui a mal tourné. Sa mère était très absente et ce sont ses grands-parents qui ont dû s'occuper de lui. Et cerise sur le gâteau, avant l'âge de 20 ans, il avait déjà 4 enfants, j'allais faire 3, 4 enfants de 3 mères différentes. Et ça aussi, c'est un bon truc de bluesman, ça. C'est donc durant l'année 2020 que Youngboy Never Broke Again va sortir un autre album très important dans notre histoire, un album qui s'appelle Top. Et cet album, il va carrément, à mon avis, confirmer cette mouvance de mélange blues et trap, justement parce qu'il sort tout juste quelques mois après l'album de Roddy Ricch. Dans cet album, il faut savoir qu'il y a même un morceau qui s'appelle littéralement Crossroads et qui fait référence au mythe du carrefour qu'on a vu un peu plus tôt. Parce qu'il faut savoir que lui-même, il revendique venir du croisement, genre il est né à un carrefour pour lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il serait né dans un lieu maudit, maléfique. Et c'est encore une métaphore très blues pour dire qu'il est né dans une ville pourrie où ils étaient pauvres et il y avait plein de violence. Et cette notion de malédiction, ça me donne l'opportunité pour vous de vous parler de Kodak Black, un artiste qui est certes beaucoup plus touche-à-tout, mais qui a aussi eu énormément de morceaux au croisement avec le blues ces dernières années. Notamment parce que Kodak, il a des origines haïtiennes, puisqu'il est né en Floride, où il y a énormément de personnes originaires des Caraïbes là-bas. Et ce bon vieux Kodak, il est donc descendant de la culture vaudou, dont on a parlé aussi un peu plus tôt, une influence qui l'a amené à construire une métaphore autour de la figure du zombie. Alors oui, parce que vous l'ignorez peut-être, mais en fait, la figure du zombie dans l'inconscient collectif, ça vient initialement de la culture vaudou à la base. Et en fait, Kodak Black, de par son vécu lié à la violence et aux gangs, il raconte dans ses textes avoir souvent le sentiment d'être déjà mort à l'intérieur, comme s'il était un zombie errant parmi les vivants. Bon, je vais pas me lancer dans des explications de texte sur chacun de ces gars, mais vous commencez à comprendre le principe. Il y a vraiment des principes récurrents vieux d'il y a 100 ans qui reviennent chez ces artistes de trap. J'aurais aussi pu vous citer un mec comme Polo G, par exemple, qui est un de mes préférés, qui fait ce genre de morceaux entre 2020 et aujourd'hui. We was taught to fight no matter what, it ain't no giving up. Never really know when it's your time, you gotta live it up. Bonding over drugs and pain, dirty Sprite, yeah. My dog was one of a kind, I know your type rare. I know life is a bitch and she don't fight fair. How the fuck I wake up from a dream to a nightmare? Il y a aussi un bon pote de Polo G qui s'appelle Lil TJ qui a échappé à la mort après avoir reçu 7 balles dans le corps en 2023, un événement qui l'a amené à un retour à la spiritualité dans son écriture, et aujourd'hui, il produit des morceaux comme ça. Started from the bottom, work my ass off. I done seen my life flash, dog. Every day, I used to wake up and pray. Grandma was fighting for her life in the hospital, I did not wanna
Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'à travers ces artistes, justement, la détresse du bluesman, elle va s'appliquer à des gamins qui, eux, ont grandi, certes de manière sédentaire, mais au milieu des climats de drogue, de gangs et de traumas familiaux qui sont ultra récurrents dans les communautés afro-américaines modernes. TJ et Polo G, par exemple, ils viennent eux-mêmes de quartiers compliqués, New York pour l'un et Chicago pour l'autre. Et donc cette fois, la sensation d'errance, elle est plus spirituelle que physique. Mais en vrai, c'est le même principe. On se retrouve avec donc des mecs qui ont un mode de vie extrêmement violent, qui entraîne la peur de la mort, le remords et le désir de rédemption. Des sentiments que le blues évoquait déjà 100 ans auparavant. Même des artistes de trap et de drill implantés depuis des années se sont mis à s'essayer à l'exercice de plus en plus d'ailleurs. D'ailleurs, moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'était que après la hype autour de la drill UK et de la drill de Brooklyn qui avait explosé en 2020 après la mort de Pop Smoke, je pensais que tous ces artistes-là, ils allaient se mettre à faire énormément de drill, quasiment que ça en fait. Et faut savoir que certains drillers, dont certains qui étaient issus des mêmes quartiers que Pop Smoke et qui avaient commencé en même temps que Pop Smoke la drill, ils ont vraiment lâché la drill pour se tourner vers ce côté justement rhythm and blues moderne et trap. Bon, je vais pas aller plus loin dans ma démonstration, mais vous commencez à comprendre l'idée. Je pense qu'il y a un genre qu'on n'a pas encore nommé vraiment précisément et qui fait cette jonction entre rhythm and blues et trap qu'on ignore beaucoup trop, alors que vraiment, c'est pas des petits artistes, tous ceux que je vous ai cités. C'est des mecs qui sont tous à plus de 10 ou 15 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify. Et l'élément qui m'a vraiment fait prendre conscience qu'il fallait que je structure cette théorie, c'est un film. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je parle de musique, j'ai l'impression que le cinéma est toujours un peu la clé de compréhension d'un mouvement. Et je pense que c'est un peu ça aussi, la magie du cinéma, c'est une fois qu'il y a un mouvement qui est extrêmement populaire, il y a toujours une espèce de moment où ça va être figé, cinématographiquement parlant. Et ce film dont je vous parle, il est très récent puisque c'est le film qui s'appelle Sinners. Sinners est un film sorti en 2025, réalisé par Ryan Coogler, avec en personnage principal interprété par un certain Michael B. Jordan. Ce film met en scène un groupe d'Afro-Américains qui essaient de monter justement leur propre club de blues dans le delta du Mississippi, sauf que un jour, une horde maléfique d'esprits vont attaquer le club en pleine nuit et ils devront essayer de survivre à cette attaque. Alors initialement, ça se présente un peu comme un film d'horreur à la base, mais en vrai, c'est pas un film qui a pour plus-value la qualité d'épouvante en fait. Enfin en tout cas, moi c'est pas ça que j'ai vraiment kiffé dans le film. En fait, pour moi, c'est surtout un vibrant hommage à la musique noire américaine et en particulier à ses racines blues justement. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment kiffé le film, mais en même temps, quand vous kiffez l'histoire de la musique et notamment l'histoire de ce mouvement incroyable qu'est le blues, en fait il y a tellement d'hommages et tellement de clins d'œil que vous pouvez que kiffer en fait. C'est tellement bourré de références que c'est limite du fan service à ce niveau-là, tu vois. Et l'élément qui m'a fait comprendre que j'étais pas le seul dans mon délire à avoir ce mélange de plus en plus récurrent entre blues et trap dans la musique, c'est le générique de fin de Sinners. Tell me, did I dig myself a deeper hole? Did I sell my soul to rock and roll? Daddy told me everything that be glitter ain't gold. Tell me, how am I gonna right my wrongs? I'd rather write my songs. Excuse me, master, I think it confused. I was promised 40 acres and mules. Damn, I feel like a fool. Forget the rules. What the fine print say? My great-great-granddaddy probably turning his grave. If he knew I was a slave to the... Et ouais, moi je m'attendais à ce qu'ils nous sortent du Muddy Waters, du Howlin' Wolf, du blues des années 60, tu vois. Au final, pas du tout. Ils nous ont sorti un gros Rod Wave. Alors, quand je dis gros Rod Wave, c'est pas par rapport au physique de Rod Wave, c'est parce que c'est un artiste très connu. Ça y est, putain, je vais avoir des problèmes. En fait, Rod Wave, c'est sûrement un des plus vieux piliers de cette nouvelle vague dont on parle depuis tout à l'heure, qui lui a émergé vers 2017-2018, et en vrai, c'est une référence dans cette esthétique-là, tu vois. Et donc Ryan Coogler, au-delà de l'avoir choisi pour son morceau de fin du film, il a carrément fait appel à Rod Wave pour qu'il crée un morceau exclusif. Donc c'est vraiment qu'il y a un sous-entendu de dire voilà la relève de tous ces bluesmen d'il y a 100 ans dont je parle dans mon film. Maintenant voilà, je termine mon film avec la musique d'un gars qui est moderne, qui vient de sortir, qui a tout juste émergé ces 5-6 dernières années et qui fait ce qui me semble le plus proche de l'héritage blues typique dans la trappe. Et c'est là donc que j'ai réalisé qu'en fait j'étais sûrement pas le seul dans mon délire et que sûrement Ryan Coogler aussi avait compris que ces mecs comme Rod Wave, Youngboy, Roddy Ricch et j'en passe, ce sont sans doute aujourd'hui les plus dignes héritiers
du blues. Et alors ça, je sais que ça va faire grincer des dents plein de gens, parce que musicalement, on s'en éloigne énormément, et on va pas se mentir, les auditeurs de blues aujourd'hui qui restent, entre guillemets, ils sont souvent assez puristes, et donc ils aiment pas trop le hip-hop en réalité. Et pourtant, c'est un peu dommage parce que vous le vouliez ou non, c'est sans doute le hip-hop qui est le mouvement qui fait le plus perdurer la culture blues à travers lui. Mais donc voilà, c'est l'heure. Après tout ça, il faut que je vous dévoile enfin ma proposition de nom pour ce mouvement qu'on a essayé de défricher ensemble aujourd'hui. Mais pour ça, je vais vous le présenter en musique. I ain't pray for these baguettes, I pray for better days. I ain't pray for that new vet, I'd rather have my dogs back. Lord, protect me with this tech. I ain't pray for this protect. Remember the day I got the text, another fatherless child. Can't act right cause they left him fatherless. No hood harder than fatherhood. Who gon' teach your son to go farther than father did? All these kids raising all these kids. Et voilà, messieurs, dames, je vous présente le Trap and Blues. Pour moi, le nom d'un sous-genre, ça doit être facilement compréhensible pour un néophyte et surtout faire référence à ces genres de parenté. Et le but, c'est qu'il puisse s'intégrer à son tour dans le grand arbre généalogique de l'histoire de la musique. C'est pour ça que je l'ai structuré tout simplement en Trap and Blues. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez, ce serait fou que plus tard, ce terme Trap and Blues, ça devienne vraiment un nouveau maillon de cette grande chaîne de l'histoire de la musique dans l'humanité, quoi. Ce serait fou quand même qu'on ait vraiment démocratisé le terme. Moi je kifferais. En tout cas, personnellement, j'ai commencé à petit l'utiliser de manière plus spontanée pour définir certains artistes et tout. Et en général, ça passe plutôt bien. Les gens comprennent assez facilement. Et pour vous détailler ce choix, en fait c'est assez simple. Trap and Blues, ça fait à la fois référence évidemment à deux genres de parenté que sont la trap et le blues, mais c'est aussi une mutation du terme Rhythm and Blues historique qui permet de faire allusion aux influences soul et R&B contemporain qu'on a cité depuis le début dans le Trap and Blues en fait, tu vois, ça reprend la structure Rhythm and Blues et ça devient Trap and Blues. Alors dans un premier temps, évidemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette grande théorie et qu'est-ce que vous pensez de ce sous-genre, est-ce qu'il vous paraît pertinent, est-ce que vous seriez chaud aussi pour qu'il se démocratise et peut-être même que est-ce que vous seriez chaud à l'utiliser vous-même dans votre quotidien pour présenter certains artistes comme ceux que je vous ai présentés aujourd'hui. Dites-le moi en commentaire, je suis très curieux de voir ça parce que c'est vraiment une grosse expérimentation cette vidéo. Il y a plein de choses qui sont historiquement réelles et dans tous les cas vous aurez appris quelque chose. Et en même temps, il y a aussi une porte ouverte vers le futur de la musique via cette hybridation qui pour l'instant est encore trop jeune pour être vraiment définie. Donc évidemment, on est un peu dans un laboratoire, quoi. On teste des trucs. Et j'avoue que pour certains, ça peut vous paraître évident ce terme, mais en vrai, il est assez peu employé pour désigner un genre ou un mouvement. J'avais regardé sur internet si le terme Trap and Blues était déjà utilisé. Et en France, j'avais juste vu en 2015 dans un minuscule article de Vice Magazine qui faisait surtout référence à Bryson Tiller et toute la génération plutôt néo-soul, R&B contemporain modernisé. Et sinon, aux US aussi, j'ai trouvé quelques forums Reddit qui évoquent le terme Trap and Blues vite fait, notamment pour illustrer la musique de Don Toliver, ce qui peut être pertinent sur certains morceaux, effectivement, peut-être pas tous, mais en tout cas certains peuvent avoir ce côté Trap and Blues, mais en dehors de ça, c'est pas très utilisé à l'heure actuelle. Du coup, je me dis, mais pourquoi ne pas saisir l'opportunité, parce que ça me semble être une très bonne manière de définir un genre de manière courte et simple, quoi. Et donc pour terminer, j'aimerais vous lire ma définition officielle que je vous propose si on devait créer notre propre page Wikipédia. D'ailleurs, si quelqu'un sait créer une page Wikipédia et peut le faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter sur l'Instagram de Creative Bureau, @creativebureau.co, parce que si ça se trouve, sur un malentendu, on peut s'imposer, poser nos couilles sur la table et dire ok, c'est bon, on crée la page Wikipédia du Trap and Blues. Ça peut être cool, tu vois. Donc n'hésitez pas à me dire. Alors, je vous le lis, le Trap and Blues ou Trap and Blues ou Trap and Blues. Alors, avec plusieurs manières d'écrire, genre tu peux écrire Trap and, A-N-D, tu peux écrire avec un N, tu peux écrire avec une esperluette, abrégé en TNB ou TNB, parce que pourquoi pas, puisqu'on a pu dire R&B, pourquoi on pourrait pas dire TNB aussi pour résumer. Donc, le Trap and Blues est un genre de musique populaire ayant émergé à la fin des années 2010 aux États-Unis. Le genre a été popularisé par des artistes tels que Polo G, Lil TJ, Roddy Ricch ou Youngboy Never Broke Again. Le genre mêle des éléments sonores en provenance du gospel, du rhythm and blues et de la soul, ainsi que des thèmes récurrents du blues comme la mélancolie, la souffrance et la spiritualité, avec un style vocal hybride entre rap et chant et des éléments rythmiques de TR-808 caractéristiques de la trap.
Il se caractérise par son contenu lyrique oscillant entre l'ego trip de la trap et l'introspection mélancolique du blues, un son particulier lié notamment à l'usage intensif de kick de la boîte à rythme Roland TR-808, notamment par l'accent mis sur les sub-bass profondes, des doubles croches et des triolets. Le tout associé à des mélodies de guitare, guitare slide, basse électrique, piano et parfois même orgue électronique ou saxophone. Les artistes trap and blues intègrent parfois des samples ou mélodies issues du R&B contemporain comme Neyo, Alicia Keys ou même Iyaz. Lil TJ, l'une des figures majeures du genre, déclare que ses influences principales sont Justin Bieber et Lil Wayne. Et pour ce qui est de la petite fiche à droite, trap and blues, origine stylistique, la trap, le blues, le dirty south, la soul, le rhythm and blues et le R&B contemporain. Origine culturelle, fin des années 2010 aux États-Unis. Instruments typiques, le chant, la basse, la guitare, la boîte à rythme TR-808, le piano, le saxophone, l'autotune, l'orgue électronique, le séquenceur et le synthétiseur. Popularité significative dès 2018 et majeure après 2020. Scène régionale, Louisiane, Virginie, Tennessee, Mississippi, New York, Chicago, Los Angeles. Et pour terminer avec ce trap and blues, afin que vous ayez bien en tête tout ce que c'est en fait dans son jus, on va pas se mentir, eh bien je vais vous recommander quelques albums qui me paraissent être les albums phares du mouvement, comme par exemple Please Excuse Me for Being Antisocial de Roddy Ricch, Top de Youngboy Never Broke Again, The Goat de Polo G, 222 de Lil TJ et globalement toute la discographie de Polo G et Lil TJ, c'est quasiment que du trap and blues, à part peut-être State of Emergency qui est une mixtape de Lil TJ dédiée à la drill Brooklyn, donc c'est encore autre chose. Et Nostalgia de Rod Wave, bien sûr, qui est un gros classique maintenant, qui est sorti en 2023, donc pas si vieux, mais qui est vraiment très trap and blues. Et même si ça vous intéresse, très récemment, le dernier album de Lil Durk, qui s'appelle Deep Thoughts, qui est un putain d'album qui est résolument trap and blues de A à Z, sachant que Lil Durk, c'est un mec qui est là depuis genre 2010-2011 et qui est une grosse figure de la trap et de la drill à l'ancienne de Chicago. Le fait qu'ils se mettent à faire du trap and blues de plus en plus récurrent, quand même, ça montre que c'est un truc qui est en plein essor, quoi. Et comme tout bon genre musical en devenir, on a même un petit héros de beatmaker qui bosse avec tous ces artistes que je viens de vous citer et qui ont tous une identité très rhythm and blues dans leur manière de faire des prods. Je vais vous en citer quelques-uns, comme par exemple TNTXD, D-Mac, T5, Taj Money. Il y a aussi un petit gars qui s'appelle Sonic aussi, qui revient souvent. Je vous invite à regarder toutes les discographies Genius de ces mecs-là. Vous allez voir qu'il y a plein de morceaux vraiment résolument trap and blues et vous allez retrouver plein de noms que je vous ai évoqués. Alors évidemment, comme chaque vidéo que je vous fais sur l'histoire de la musique et plus que jamais sur celle-ci, je vous ai fait une playlist Spotify merveilleuse qui s'appelle Trap and Blues, évidemment. Je vous mets le lien dans la description. Évidemment, cette playlist, elle est remplie de plein de références de Trap and Blues, en tout cas de ce que moi je considère comme pouvant rentrer dans cette grande mouvance qu'est le Trap and Blues. Et en vrai, avec tout ce que je vous ai expliqué, normalement, vous comprenez un peu tous les principes qui font qu'il y a une espèce d'unité autour de ce genre musical. Mais le mieux, c'est encore de écouter et réécouter plein d'artistes et plein d'albums qui sont résolument Trap and Blues. Et vous allez voir que si vous êtes encore dubitatif, plus vous allez en écouter, notamment en écoutant cette playlist, plus vous allez comprendre un peu tous les ressorts récurrents et plus vous direz « Ah, c'est vrai qu'en fait, il y a une vraie identité trap and blues qui est unique et qu'on retrouve que chez certains artistes en particulier, quoi. » Alors, je vous libère très bientôt, mais il reste tout de même une petite question qu'on n'a pas élucidée, c'est « Existe-t-il un trap and blues français ?» Et oui, parce que on le sait, en général, la France, elle a toujours un peu de retard sur les États-Unis, mais grosso modo, on est en termes de rap, un peu des copieurs sur ce qui se passe 5 ans auparavant en Amérique, quoi. Et vous allez pas me croire, mais à la toute fin de la rédaction du script de cette vidéo, eh bien, je suis tombé sur un projet qui vient de sortir d'un jeune artiste belge, donc francophone, qui s'appelle, devinez quoi, Trap and Blues Volume 1 de Bakary. Et Bakary, c'est un mec, je suis très content d'ailleurs d'avoir écouté cet album juste avant de vous le présenter, parce que je vous le conseille vraiment. C'est un vrai, alors c'est plus une mixtape qu'un album, c'est pour ça que ça s'appelle Volume 1, mais c'est vraiment très cool, et ça reprend quand même beaucoup de choses du Trap and Blues que je vous ai expliqué depuis le début. Je vous invite à aller voir. Bakary, c'est un mec que j'aime beaucoup, que j'avais découvert sur un featuring avec Ben PLG à l'époque, et c'était vraiment très bien. Et donc par la suite, je me suis dit, putain, c'est quand même aussi une belle preuve qu'il se passe quelque chose autour de cette idée de mélanger le blues et la trap. Si même un Belge, qui n'est pas forcément si connu que ça, commence à utiliser ça, est-ce qu'il n'y a pas d'autres francophones qui l'ont fait? Et il y a un autre Belge qui a commencé un petit peu à le faire dans son dernier album sorti à l'heure actuelle, l'album Sincèrement de Hamza. Et dans cet album, il a sorti notamment quelques morceaux qui sont quand même pas mal trap and blues. Alors,
tout l'album n'est pas trap and blues, mais en tout cas, je vous mets les quelques extraits qui me paraissent quand même être des bons clins d'œil pour dire on s'y dirige doucement. Moi j'ai pas le temps, donc demande à Dieu. Peut-être qu'il t'entendra mieux, en tout cas c'est mort à deux. Mon bébé faut la santé sans finir à la santé. Éviter l'étranger, il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé, j'ai compté mes billets, je les ai mis de côté. Au cas où je dois me ranger, il pleut des balles dehors, tu pourrais finir trempé. Moi j'ai rien inventé, tout là-bas avec les sticks, ah quoi tu veux tester, ah tout là-bas avec les sticks, ah quoi tu veux tester. Je suis au centre de leur accusation, tribulation, en accumulation, dans mon imagination, c'est une dinguerie. Genre une dinguerie. Si j'avais créé ce monde, j'aurais brûlé ce monde dès le premier jour. Car ce monde est lourd à porter haut, c'est une dinguerie. Donc en vrai, avec un peu d'honnêteté intellectuelle, on peut pas dire qu'il y a vraiment une scène trap and blues actuelle en France et en francophonie, c'est pas vrai. Il y a plutôt quelques petits indices comme ça. Par exemple, des artistes comme Tiakola, je le verrais très bien faire un peu plus de sonorité trap and blues, parce que notamment, il est grandement inspiré du gospel, parce que ses tantes, les Kunda Sisters, pour ceux qui savent pas, étaient des grandes chanteuses de gospel très célèbres en Afrique. Donc c'est pas impossible qu'un mec comme Tiakola aussi puisse parfois prendre des petites sonorités trap and blues et même peut-être capitaliser encore plus radicalement dessus. Un autre élément que j'ai pu retrouver en fouillant, c'était les sonorités sur l'album de Tariq Azouz. Donc Tariq Azouz, qui est également connu sous le nom de Kilati, qui est un producteur, beatmaker français, mais qui a beaucoup travaillé à l'international et notamment avec DJ Khaled, et qui a justement une bonne vibe un petit peu blues, soul dans sa manière de produire. Par exemple, il avait sorti ça sur son dernier album. Les mêmes négros depuis tout petit. Rappelle-toi quand on partait nada. En dépit de nos soucis, fallait casser les codes. J'avais déjà la mentale à tout qu'il fallait. Pas le genre de bitch qui switch pour un sac à main Gucci. On a dealé mais ça tu l'as pas vu. Prié mais ça tu l'as pas vu. Primé avant de streamer dans la cité. C'est la base de la rue. Ring ring, la street appelle un négro, tu le sais. Quitte pas, j'en double appel avec le succès, c'est sûr. Mais cette pute fait que de m'envoyer des textos, elle a le cure fait. Donne le go à la sortie du resto. Provoquer des perquises car l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Elle est le recto, je suis le verso, la street. Vole ton innocence et son côté clair. Et alors je sais pas vous, mais moi ce morceau il me fait péter un câble, c'est-à-dire que c'est un feat avec The Quin, et The Quin, on dirait littéralement un Lil Wayne qui chante en français. Et ça, je trouve ça... Je suis tellement content de pouvoir vivre dans un monde où il y a un mec qui sonne comme Lil Wayne en français. Je trouve ça fou. Bref, s'il doit se passer quelque chose en termes de trap and blues en France, on est encore au balbutiement de tout ce mouvement-là. Mais en vrai, c'est pas impossible que ça ait lieu. Après, ça va être beaucoup plus dur de conquérir un public en France parce que contrairement aux États-Unis, il faut savoir que le public français est quand même beaucoup moins réceptif à l'ambiance du rhythm and blues et des sonorités soul par rapport aux Américains qui, eux, en consomment depuis des dizaines d'années et sont tous extrêmement fans, même pour des gens qui sont pas forcément issus de la communauté afro-américaine, quoi. Mais bon bref, tout ça c'est un petit peu trop tôt pour le dire, on verra ce que l'avenir nous réserve pour ce qui est de la scène française et également pour ce qui est de l'expansion du trap and blues dans le monde, on verra bien. En tout cas voilà, je suis très content de pouvoir faire ce petit challenge en fait, il y a un côté un peu challenge qui est à la fois aussi un prétexte pour avoir un exercice de pensée autour de la musique et de son évolution, tout en ayant l'opportunité de vous raconter des vrais faits historiques autour de grands mouvements comme le blues, la soul, le rhythm and blues, etc. Évidemment, comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner juste en dessous pour ne pas rater les prochains formats, à me dire aussi si ce format vous a plu en commentaire et si vous avez d'autres idées qui pourraient aller dans le prolongement de ce genre de concept. Évidemment, si vous voulez soutenir ce genre de travail qui me demande des putains de plombes à faire et des centaines d'heures de recherche, enfin voilà, en vrai, c'est un travail que j'avais commencé à faire déjà inconsciemment dès 2020-2021 quand je commençais à écouter les premiers albums que j'écoutais de Polo G, de Roddy Ricch et tout. Et en fait, littéralement, dans cette vidéo, il y a quasiment 50 gamberges que j'ai essayé de restructurer dans un script logique et d'affiner avec des nouvelles informations. Voilà, donc si vous voulez rétribuer ce genre de travail, ça vous coûte pas cher, ça vous coûte juste un clic sur le bouton j'aime et ça nous aide énormément. Et puis partagez-le autour de vous à des gens qui pourraient kiffer ce genre de format. Moi en tout cas c'était un régal et ça me fait du bien de sortir tout ça parce que ça me tourne dans la tête depuis super longtemps. Il y a un moment il faut que ça sorte et que ça soit exposé au milieu du monde, donc là c'est très plaisant de pouvoir le sortir.
Et évidemment, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, vous êtes restés jusqu'à la fin et je vous en remercie pour ça. Et c'est pour cette raison que je vous mets le petit message qui est à destination de tous ceux qui ont été jusqu'au bout. Et je vais vous expliquer un petit peu quelle était la petite surprise qui vous est réservée à propos de ça. Ici le Mathis du futur et bienvenue pour la révélation de la surprise que vous attendez tous. Déjà, merci beaucoup d'être resté jusqu'ici, vous avez bien mérité ce qui vous attend. Alors, avant de vous dévoiler directement la surprise, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais cette chaîne, à la base, je parlais beaucoup de culture à travers les marques streetwear, parce que tout simplement, le streetwear, à mes yeux, c'est ce qui permet de faire continuer à représenter et vivre au quotidien des cultures alternatives, des mouvements, etc. Et donc, forcément, lorsque j'ai fait cette vidéo sur le trap and blues, je me suis dit mais pourquoi pas finalement faire perdurer le trap and blues au-delà de internet et d'une simple vidéo en faisant en sorte d'avoir un objet physique et donc vous vous en doutez une petite collection de vêtements qui serait dédiée au trap and blues. Et c'est donc ce que j'ai fait et c'est justement ça la petite surprise de fin. Alors je vous le dis tout de suite, je suis pas un vendeur de tapis, je ne vais pas créer une collection de vêtements que je vais vendre sur un Shopify, etc. C'est pas du tout le projet. J'ai ni l'envie ni les moyens de me lancer dans des grosses productions et vendre des dizaines de t-shirts, etc. Non, là aujourd'hui, je vous ai fait une mini collection avec 3 t-shirts différents et chaque t-shirt, ils sont dispo en un seul exemplaire. Il y a vraiment que 3 personnes qui pourront avoir ces t-shirts et ces 3 t-shirts, ils ont tous un design unique. Vous inquiétez pas, je vais vous les présenter juste après, mais d'abord il faut savoir que pour les avoir, il ne faut pas les acheter. Ce sera tout simplement un jeu concours pour vous remercier d'être resté jusqu'ici et d'avoir été fidèle à la vidéo pendant 1h15. Donc si vous êtes sensible à l'histoire du trap and blues et à ce que ça représente et même à la musique que ça incarne tout simplement, n'hésitez pas à participer dans ce cas à ce jeu concours. Je vous explique pas dans les détails les règles maintenant, mais vous allez voir c'est super simple. Je vous ai mis toutes les instructions pour participer au jeu concours dans la description de cette vidéo. Vous allez voir, ça prend 3 minutes. En plus de ça, comme c'est une vidéo qui est assez longue et assez niche, c'est possible qu'il n'y ait pas tant de gens que ça qui participent au concours. Donc vous avez toutes vos chances de gagner. Ça ne vous coûte rien et ça vous prend littéralement 3 minutes pour participer. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette mini collection à gagner dans ce jeu concours? Eh bien, il y a 3 t-shirts différents. Je vous les montre. Alors, je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais le premier modèle, c'est un modèle de t-shirt noir avec le logo Trap and Blues que, je vous avoue, j'adore. Faut savoir que c'est moi qui l'ai fait avec mes petites mains, je l'ai dessiné sur papier, j'ai itéré et réitéré, puis ensuite quand j'ai été content du résultat, j'ai vectorisé tout ça sur Illustrator pour faire un truc propre. Je trouve que le rendu de la typo, du logo typographique là, il est trop cool et j'avais envie de, je vous avoue, me faire kiffer et le foutre un peu partout. Donc là, t-shirt noir avec le dos, donc ça c'est le dos avec le trap and blues qui vient se loger sur la voûte des épaules en fait, et sur le devant vous avez le petit logo Creative Bureau qui est directement sur le plexus en petit, un peu discret mais ça fait toujours plaisir. Voilà, je pense que c'est mon préféré en vrai de cette mini collection. Je vous montre la suite. Et le deuxième c'est celui-là, c'est un modèle blanc cassé avec un imprimé cette fois vert forêt, ça change un petit peu de l'autre qui était un noir avec un blanc cassé sur l'impression. J'adore cette combinaison de couleurs, je trouve que ça marche trop bien. Le trap and blues est cette fois sur le devant au niveau du plexus en grand et sur le dos on a un autre logo typographique que j'ai fait aussi moi-même avec mes petites mains. C'est écrit donc of gods and spirits qui veut dire des esprits et des dieux en gros et voilà, et c'est un adage qui fait plus référence à l'aspect spirituel du trap and blues et j'adore cette phrase, je la trouve très forte et je trouve le design très cool. J'ai vraiment genre, je pense que les premiers brouillons que j'ai eu de ces designs là, trap and blues et of gods and spirits, je pense que je les ai fait genre en 2022-2023 quoi. Donc j'ai mis des plombes à juste dessiner ces lettrages quoi. Donc je vous avoue que j'ai envie qu'ils vivent un peu, c'est clair. Et pour ce qui est du troisième et dernier t-shirt à gagner, mais pas des moindres, vous le voyez, un petit t-shirt blanc forcément, c'est toujours un bon classique mais ça passe toujours bien, avec la typo en noir sur le devant aussi, Trap and Blues, je trouve que ça rend trop bien, blanc-noir, simple, ça claque. Et le dos, il est un peu hors du commun parce que vous allez le voir, et bien au dos il y a une sorte de poème en réalité. Alors c'est pas vraiment un poème, ce sont les premières lyrics du morceau de Roddy Ricch qui s'appelle Lonely Road et donc je trouvais que ça faisait un joli poème dans le dos qui s'affichait comme ça et bon je vous lis pas le détail de ce qu'il y a écrit mais vous irez écouter le morceau par vous-même. Je trouve que c'est le début de ce morceau en termes d'écriture et de thématique, c'est l'incarnation même de l'esprit Trap and Blues et donc je trouvais ça cool de le mettre au dos du t-shirt pour représenter
présenter tout ça. Et en plus, petit logo Creative Bureau en signature en bas pour évidemment boucler la boucle, quoi. Voilà. Donc voilà les amis, vous avez découvert la petite surprise, le petit jeu concours avec ces 3 modèles de t-shirts différents. Il y a un d'entre vous qui remportera un des 3 t-shirts. Alors il y a donc 3 gagnants qui vont être tirés au sort. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour suivre les instructions pour participer au concours. En plus de ça, de toute façon, ça permet aussi de soutenir la chaîne et son référencement si vous suivez un peu toutes les instructions. Donc merci à tous ceux qui participeront. J'espère que vous serez très contents de porter votre t-shirt Trap and Blues et de continuer la propagande du Trap and Blues autour du monde. Merci beaucoup d'être resté jusqu'ici. C'est clairement, je pense, la vidéo la plus ambitieuse en termes d'écriture et en termes de recherche que j'ai faite sur internet de toute l'existence de ma chaîne. Et je suis tellement soulagé et heureux qu'elle soit enfin disponible pour vous. Donc voilà, je suis tout à votre écoute pour savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci beaucoup à tout le monde, à la prochaine. Ciao!